Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vous portez-vous en ce début de week-end sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot Dingue de Sport de ce vendredi 3 décembre 2021, dernier numéro de la semaine. Il est question pour nous aujourd'hui de la deuxième journée de la D1 nationale de football avec le deuxième derby de la capitale entre l'AS Auxerre et l'AS Togoport au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Dans la poule A, l'on suivra dans la poule B, Unisport Asco à Sokodé, un match très attendu. Adoyi Asbat, déjà meilleur buteur de la compétition après son doublé contre Ange lors de la première journée. Le joueur de Gomido gagne en expérience, on en parle. Paulo Duarte en conférence de presse ce vendredi au siège de la Fédération togolaise de football. On constitue une famille autour des éperviers, joueurs, fédération, ministère et journalistes. C'est ça qui fait ma force, a souligné le technicien portugais. On analyse. Dingue de Sport invite Prosper Agboklu, Angelo Folikoué. Dingue de Sport, mise en onde d'Anas PM. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Fun et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci d'accueillir Sport FM chez vous. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Merci de nous faire confiance. C'est le dernier numéro de Dingue de cette semaine. Angelo Folikoué est en studio. Bonjour. Salut sportif. À toi, bonjour à toutes et à tous. Très bien. Alors, on va commencer par les dames qui s'apprêtent pour la CAN au Maroc, pour le dernier tour qualificatif de cette CAN qui a lieu au Royaume chérifien en février 2022, on va dire. Le match a lieu contre le Congo, contre le Gabon, j'allais dire les Panthères du Gabon, les éperviers dames qui s'apprêtent ainsi pour cette rencontre au sortir d'un stage d'une semaine, on peut le dire. Je vous propose d'écouter Tometi Kayi, la sélectionneur des éperviers. Après 6 jours de stage, un match avec les garçons, je dirais que le comportement des filles est acceptable. Vu qu'on avait fait un travail physique, elles sont un peu fatiguées. Ça s'est fait voir dans le jeu. Nous avons défensivement gagné des duels et il reste à faire le travail offensif. Parce que sur les transmissions, on a beaucoup pêché. Donc il faut d'autres stages pour pouvoir corriger encore les lacunes des filles avant de jouer le match contre le Gabon. Alors, en dehors donc de ce match amical, le stage, comment ça s'est déroulé? Le stage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Je vais dire merci à la fédération et au ministère pour nous avoir accordé le stage de renforcement de capacité et nous espérons toujours mieux pour être vraiment affûtés avant de rencontrer le Gabon en février. Voilà, avant de rencontrer le Gabon en février. Angelo Folikoué, que peut-on dire? Les dames sont dans l'actualité, sont dans la chose. Elles s'apprêtent pour le match qui a lieu en février. On peut dire que c'est bien ça. Ils ont le temps ou bien elles ont le temps de s'apprêter? Je pense que c'est bien de commencer à rester toujours dans la constance. C'est le plus difficile surtout. On sait très bien que ce match-là entre Sao Tomé et Principe, on a vu comment le match s'est déroulé et puis derrière, il n'y a pas eu de la suite parce que voilà, les Sao Toméennes ont jugé bon de ne plus continuer la compétition. Sûrement qu'elles ont vu qu'il n'y avait pas de coffre vis-à-vis de cette sélection togolaise. Heureusement que derrière, il n'y a pas eu une cassure parce que il y a peut-être 3 voire 5 ans, on serait dans l'omerta totale. On ne saura jamais ce qui va se passer après. Et puis, bing, on sera face au Gabon sans aucune préparation en amont. J'estime tout de même que Kayi Tometi doit être une dame contente parce qu'elle a la matière sous la main. D'abord, la ressource humaine pour travailler. Deuxièmement, aujourd'hui, elle arrive à programmer des séances de réglage, de mise au point pour voir exactement qui au sein de son groupe seraient, entre guillemets, des joueuses intouchables, voire indispensables, même si, bon, il n'y en a pas forcément, mais ça dépend également d'avoir des certitudes. Au-delà de ça, faire également un recensement concernant celles, par exemple, qui peuvent être blessées, qui ne se sentent pas en forme, histoire de les mettre beaucoup plus de côté, faire des séances individuelles avec elles et de façon progressive, les intégrer au groupe épervier. Je la sens quand même confiante pour la suite, même si c'est vrai, pour
l'échéance face au Gabon, nous parlons de février, donc il reste encore 2 mois pour voir exactement ce à quoi va ressembler cette confrontation en aller et retour. Mais je pense que oui, la fédération fait bien de donner de la matière à Tom Etikayi et à ses filles, à tout son groupe, de travailler de façon sereine et avoir des certitudes. Le plus important, c'est ça. Surtout lorsqu'on va vers une sélection qu'on ne connaît pas, oui. L'idéal, c'est d'être sûr de ses forces. Et pour l'instant, même si oui, c'est un match amical contre un centre de formation Sporting, ce n'est pas des matchs entre dames. Oui, on pourra peut-être se poser des questions parce que l'adversaire en face, ce n'est pas le même pédigré physique, ce n'est pas également le même format de jeu. Oui, mais aussi en disputant de tels matchs face à des garçons ou à des hommes, je me dis que on veut tirer un peu le groupe vers le haut. On recherche, on va dire, le physique, on veut voir le physique des dames. Ouais. C'est important parce que n'oublions pas que les joueuses de l'Afrique centrale, ce sont des joueuses qui sont souvent physiquement en forme, gabonaises, camerounaises, équato-guinéennes, que sais-je encore, congolaises. Ce sont des joueuses qui souvent, sur le plan physique, quand vous les voyez, elles sont vraiment trapues, elles ont de la forme, elles ont de la taille. Maintenant, on peut être techniquement bon, mais si on n'a pas le physique, je pense que c'est un déficit. J'espère simplement que Tom Etikayi et puis tout son groupe, tout son staff arrivent à avoir ce qu'elles veulent et surtout avoir du satisfecit. C'est le plus important, histoire d'avoir quelque chose sous la main avant d'aborder cette phase éliminatoire, le dernier virage face au Gabon à partir de février 2022. Voilà, ce qu'il faut rechercher peut-être maintenant, c'est aller sur des matchs amicaux plus intéressants contre des dames, par exemple. Pourquoi pas choisir le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa pour voir un peu cette même philosophie de jeu, chercher par exemple à jouer contre la Guinée-Équato, les sélections de la zone pour vraiment s'apprêter. C'est important. Maintenant, tout dépendra justement de la planification qui sera faite au niveau de l'instance fêtière. Au-delà de ça, dans la même prospection, est-ce qu'on aura des sélections sous la main, capables d'être, on pourra dire, disponibles? Mais toujours est-il qu'il faut faire la demande, la prospection de gauche à droite pour voir exactement ce que ça pourra coûter. Parce que quand on engage une sélection non seulement dans les éliminatoires et en plus au niveau des matchs amicaux, ce sont des dépenses. Et j'estime qu'aujourd'hui, la FIFA, la CAF, ce sont des instances qui prônent le football féminin à outrance. On se rappelle récemment la Ligue africaine des championnes, oui. La première édition sur le continent. On a vu des équipes comme Wadi Degla, Asaka Ladies, Mamelodi Sundowns. Qui a d'ailleurs remporté le trophée. Exactement. Vous voyez le jeu que produisent ces dames-là. Vous vous dites, waouh, c'est intéressant. Donc, chez nous au Togo aussi, même si certes on n'est pas à leur niveau, il faut chercher à bien faire. N'oublions pas également que dans ces éliminatoires, lors de la phase dans le dernier virage, il y aura des équipes comme le Mali, comme le Gabon, comme le Sénégal, comme le Cameroun, comme la Gambie qui sont au front. Et donc, voilà, si on arrive à passer le cap du Gabon, on sera en poule. Le Togo en poule, on ne sait pas sur qui on pourra tomber. Et ce serait quand même une chose historique de voir le Togo en Coupe d'Afrique des Nations version dames. Et là, je pense qu'à partir de là, même si pour l'instant, on ne sent pas un véritable engouement autour du football féminin au Togo, ça vient, il faut que ça continue comme ça. Et c'est avec des résultats probants, évidents, qu'on pourra vraiment donner un véritable élan au football féminin. Bon courage, on va dire, à Tom Etikayi et à ces dames. Elles vont se qualifier. Elles sont à 90 minutes, sinon 180 minutes d'une Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas? Il faut essayer. Pourquoi pas? C'est possible, voilà, à aller chercher cette qualification pour la CAN 2022 qui a lieu au Maroc. Une autre sélection, celle des messieurs maintenant. On parle de Paolo Duarte qui était en conférence ce jour, qui voulait faire le bilan en fait des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le Togo a terminé deuxième, vous le savez, derrière le Sénégal qui est d'ailleurs qualifié pour le tour suivant. Le Togo va rester et continuer d'apprendre, continuer de se reconstruire. Angelo Folikoué, vous y étiez. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement, Paolo Duarte ? J'apprécie le fait que lorsqu'on est à la tête d'une sélection, on met en place une certaine communication, une communication active. Je dis que c'est quelque chose d'intéressant.
Et on a vu que depuis l'arrivée de Paulo Duarte, il y a une autre forme de faire les choses. D'abord, je parlais tout à l'heure de la communication. Avant même la publication d'une liste, on prend le temps d'expliquer pourquoi tel ou tel est convoqué, pourquoi tel est retiré de la liste. C'est ce qu'on fait dans les règles de l'art. Et là, quand vous voyez le sélectionneur, il se plaît à le faire et ça c'est intéressant. Deuxio, vous voyez également que par rapport à cette conférence de presse, ça a été une histoire de bilan du point général fait par rapport à tout ce qu'il a accompli comme travail depuis son arrivée au Togo. Et on va finir l'année 2021 bientôt. Il était arrivé avec cet objectif-là de donner, on pourra dire, un autre visage à la sélection, notamment en commençant par une compétition et pas des moindres, la campagne des éliminatoires pour le Mondial Qatar 2022. Oui, le Togo était dans un groupe aussi, on pourra dire, pas forcément très difficile, mais relativement difficile. Il n'y avait que le Sénégal. Voilà, tête de proue justement de ce groupe-là. Et curieusement, parmi les citoyens lambda, la question qui revenait très souvent, c'est de savoir à quelle place le Togo va finir à la fin des 6 journées. Et je pense que oui, le Togo finit deuxième, ce qui reste plus ou moins une surprise pour certains. Moi-même, je dis que c'est un point positif. D'abord, lui-même, aujourd'hui, on sent qu'il est confiant d'avoir un groupe. Le groupe même vit bien. La communication autour de la sélection, elle est bien huilée, bien fluide. On sent un retour autour de la sélection du public sportif, même si sur les matchs que le Togo a disputés à la maison, il n'y a pas eu de public sportif. C'est là aussi, moi, je reste sur ma soif, même si on va encore dire que c'est le Covid, c'est la crise sanitaire, etc., etc. Mais on a vu que dans certains pays, il y a eu des dérogations spéciales accordées où les sélections ont disputé leur match avec en tout cas une certaine jauge du public sportif. Il dit également que dans cette conférence de presse, il est en bon terme avec la Fédération togolaise de football. J'espère que ça va continuer et c'est la moindre des choses qu'on pourra lui souhaiter. Parce que lorsque vous arrivez dans une maison et que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le propriétaire, sincèrement, ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher. Et pour l'instant, je me dis que Paulo Duarte a sous la main un groupe qui, mine de rien, dégage une certaine qualité, mais je ne vais pas être dithyrambique par rapport à ces joueurs-là. Il reconnaît qu'aujourd'hui, au niveau des gardiens, il y a une concurrence qui est là. Barcola, certes blessé, mais c'est Oronyeni Wassiou qui a fait le job face au Congo et face au Sénégal. Il reconnaît également qu'en défense, il n'a pas les joueurs dont il a besoin. Et l'aspect sur lequel il a été vraiment précieux, et je pense même beaucoup plus pointilleux, c'est le fait qu'il reconnaisse qu'il n'a pas de doublure. Ça, c'est une réalité. Vous prenez par exemple, je prends un exemple banal, le Sénégal, c'est une sélection qui a les doublures à tous les postes. Le Togo, pour l'instant, n'en a pas. Et c'est un devoir pour lui d'aller chercher ces joueurs-là, histoire de mettre de la concurrence et pourquoi pas arriver à faire de très très bons résultats à la suite. En attaque, oui, on a parlé un peu du cas de Fodo là-bas. Il dit, pour lui, ce n'est pas encore grave qu'il ne marque plus en sélection. C'est une question de confiance qui va revenir et quand il sera au point, je pense que pour lui, le joueur sera au top. Et puis, terminer en parlant du milieu de terrain, là aussi, il reconnaît qu'il y a du travail à faire, que souvent, ces jeunes joueurs n'ont pas cette latitude-là à casser le jeu de l'adversaire en provoquant des fautes loin de la surface de réparation de la sélection des éperviers. Ils doivent apprendre cela. Pour lui, tous ces joueurs sont encore en apprentissage. Oui, il y a quelque chose de très important. Il dit qu'il s'entend bien avec la Fédération togolaise de football et apparemment, le ministère des Sports également soutient cet entraîneur lorsqu'on voit ce qu'il fait, lorsqu'on voit les communiqués, les réactions du ministre sur Twitter, Facebook, après chaque match des éperviers. C'est important pour un coach? Non, c'est important. Sélectionneur? C'est important de se sentir entouré, sentir supporté, sentir, on pourra dire, voilà, aimé, entre guillemets, de ce qu'on fait au sein d'un pays. Et je pense qu'il en a besoin. Lui et tout son staff en a besoin. Et tout ça est la résultante
des résultats justement qu'il a sur le terrain. On se rappelle très bien que voilà, on a démarré, le Togo a démarré avec voilà des résultats en dents de scie, c'était pas vraiment ça. Et puis derrière, le Togo a monté un peu d'un cran et finir deuxième derrière le Sénégal, ce qui n'est pas quand même ridicule. Et à chaque fois qu'il y a un bon résultat derrière, on voit le ministère réagir, la fédération également qui emboîte le même pas au ministère de tutelle. Je pense que ces deux institutions, quoi qu'on dise, oui, Paulo Duarte a besoin d'elle pour avancer et avoir le crédit nécessaire pour se dire que oui, ce que je fais pour l'instant n'est pas aussi meilleur, mais c'est apprécié au plus petit étage. Attention, moi je ne serai pas du tout élogieux à l'endroit de Paulo Duarte. Je reste tout de même assez prudent et réaliste. Ça, on a passé certes le cap de la campagne des éliminatoires, c'est un fait. Aujourd'hui, on a les résultats. Mais le fait même aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de jeux, de la production de jeux, de la mentalité de gagnant qu'on doit inculquer aux joueurs lorsqu'ils portent le maillot, c'est qu'ils doivent faire sur le terrain. À ce niveau-là, je ne suis pas totalement satisfait. Mais j'estime aussi, en mettant du bémol, que c'est au fil des matchs, au fil des rencontres, que ça va se faire. Ce qui me fait un peu mal quand on est sélectionneur, c'est qu'à l'heure où nous parlons, jusqu'à peut-être le mois de mars, il sera presque, on pourra dire, en chômage. Justement, est-ce qu'il en a parlé? Il en a parlé. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, et le premier exercice pour lui, le premier devoir, c'est d'aller voir ou d'aller assister à des matchs de championnat de D1. À Kégué, la dernière fois, il était là pour suivre le derby de la capitale entre Togoport et le Dynamique togolais. Il avait justement ses yeux, je le présume, sur Moussa Bilal, qui est international, en même temps capitaine de l'AS Togoport, et puis même d'autres joueurs au sein de ces deux équipes-là. Il va sûrement sillonner un peu le pays, Palimé à Tapamé ou d'autres sites, histoire, pourquoi pas, de faire également la prospection et un recensement, quoi qu'on dise, au niveau de ces joueurs-là. Et puis, ne pas également oublier que aujourd'hui, on ne peut pas l'occulter, on sent un regain de confiance et de la part du public sportif. Vous discutez avec les gens dans la rue, vous sentez qu'ils se disent, tiens, oui, le Portugais fait quelque chose, même si on est souvent tenté de faire toujours le parallèle avec celui qui était là il y a 5 ans. Moi, je dis que cette page, elle est déjà tournée. Je pense que pour Paulo Duarte, il va falloir simplement être concentré et surtout rester positif. Je pense que pour terminer, ce qui dégage de la certitude auprès de Paulo Duarte, c'est qu'il a confiance en ses joueurs. Et je pense que c'est très important. C'est quelqu'un qui parle beaucoup plus avec eux. Sur le plan psychologique, c'est vrai qu'on n'en a pas, on n'a pas un psychologue en sélection, mais il joue ce rôle-là, il discute avec eux, il rentre un peu dans leur vie privée, histoire de savoir ce qu'il se passe, et ça permet à ces joueurs-là de lui faire confiance et surtout de lui rendre la monnaie sur le terrain. Regardez, pour prendre par exemple les sorties de Kevin Denke et de Plaka Fessou Mémé, qu'entre-temps, entre guillemets, on avait garé, mais vous regardez aujourd'hui leur rendement sur le terrain, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi pas? On va d'ailleurs écouter Paulo Duarte, un extrait de cette conférence de presse. Quand tu es capable de gagner un match qui est au extérieur, après 4 ans, après 6 ans que tu ne gagnes pas, quand tu es capable de faire 4 résultats positifs, il y a 16 ans que tu ne fais pas cette performance. Quand tu termines un deuxième de groupe, quand normalement tout le monde attend qu'on termine peut-être un troisième ou quatrième, je suis content. Mais content, c'est une chose. Au 100% satisfait, c'est autre chose. Je veux toujours la perfection. Je sais que la perfection, c'est impossible. Mais je cherche toujours à être meilleur. Content, oui, mais content ne va pas m'enlever la responsabilité, la puissance pour être toujours meilleur demain. Quand j'arrivais, je dis que nous sommes en phase de rénovation. Pour renouveler cette équipe, on a besoin minimum 1 année et demie, 2 ans. Rénovation, ça va dire quoi? C'est améliorer la qualité qu'on a, améliorer les joueurs locaux, améliorer la capacité tactique et technique de tous les joueurs, que ce soit les joueurs à l'Europe, les joueurs qui jouent en Afrique, parce qu'on a 8 joueurs qui jouent en Afrique, en Mauritanie, à Tunisie, au Congo, à Éthiopie. Ça, c'est la première partie. Donner le maximum d'informations à cette équipe pour que dans le match, on fasse moins d'erreurs. Gagner un groupe. Aujourd'hui, on fonctionne comme une famille. Il y a de règles, il y a de respect, il y a d'ambition. Il y a un joueur qui est prêt à mourir pour l'autre. Ça, c'est très important. Paulo Duarte, voilà, une équipe en reconstruction, mais je veux toujours une équipe qui soit meilleure, une équipe qui soit plus forte. C'est vrai, on a terminé 2e derrière le Sénégal, content, mais ça ne suffit pas, dit-il. Moi, je pense que c'est
le discours d'un travailleur, de quelqu'un qui a envie toujours de donner le meilleur de lui-même, et il sait, il sent, il reconnaît qu'il y a encore de la place. Et je pense qu'avec ce genre de discours, de paroles qui sortent de mots bien choisis, ça ne peut que donner du boom, je dirais de même du tonus efficace à ces joueurs-là, parce que on pourra également le dire à tort ou à raison, les équipes, ou bien une équipe ressemble souvent à l'entraîneur qui la dirige. Et si Paulo Duarte, avant même qu'il n'arrive, Jonas Kokou-Komla qui disait, avec Paulo Duarte, le mot d'ordre, c'est de transmettre la culture de la gagne à ces joueurs-là. Et là, on l'a senti que sur les 3 derniers matchs de la sélection togolaise, oui, il y a eu des moments où la sélection a été menée, mais il y a eu de la réaction où soit la sélection mène, l'adversaire égalise, et puis derrière, la sélection revient avec du mental. Je pense que c'est aussi ça, l'ADN d'une sélection. Et pour l'instant, il est en train de mettre, pour moi, les pas là où il faut. Maintenant, pour avoir une équipe forte, comme vous le dites, il faut avoir des joueurs travailleurs, des joueurs bosseurs. Et pour lui, un joueur n'arrive pas en sélection rien que pour le plaisir de ses yeux. Non. Il vient parce que c'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, c'est quelqu'un, lorsqu'il porte le maillot, il est capable de rester, de laisser sa peau sur le terrain. Bon, c'est une forme d'image que l'on donne justement à cette traduction-là. Maintenant, là où je porte une critique sur le choix des joueurs, vous vous rappelez le cas de Batraoré, vous vous rappelez le cas de Boateng récemment, des joueurs qui ont été sélectionnés. Et même, on a fait la promotion autour de ces joueurs qui viennent en sélection. Mais derrière, on nous parle de problèmes administratifs. Comme quoi, leur papier ou leur permis de travail n'étant pas vraiment au point pour leur permettre de porter la tunique jaune. J'estime qu'à ce niveau-là, sur le plan administratif, il faut que la fédération fasse les choses dans les règles de l'art. Quand on est en train de pister ou de prospecter un joueur, c'est la moindre des choses. C'est ce qui est bon parce qu'on se dit, tiens, on a un projet au Togo et on peut amener presque les meilleurs. Et quand on doit aller prendre les meilleurs, il faut au maximum que le joueur là soit prêt, non seulement prêt en donnant son accord, mais également prêt en ayant les papiers qu'il faut pour qu'il puisse intégrer la sélection. Quand un joueur est sélectionné, qu'il arrive et qu'il ne porte pas la tunique, il fait les va-et-vient. Moi, je dis que quelque part, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et donc, à ce niveau-là, ça peut également fragiliser un tout petit peu l'entraîneur parce qu'il se dit, tiens, vous me donnez un défenseur central. Je vois qu'il a des qualités, il a du potentiel, mais malheureusement, je ne peux pas l'aligner parce que ses papiers ou son passeport n'est pas prêt. À ce niveau-là, il y a un véritable problème. Et j'estime tout simplement qu'avec le temps, la fédération va essayer de faire les choses autrement pour permettre à Paulo Duarte de pas à pas arriver à atteindre ses objectifs avec les éperviers du Togo. Il a dit également que, oui, les objectifs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire étaient dans sa tête, même si le Togo est encore sur le chemin de la reconstruction. L'objectif principal à venir, c'est la qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que ce qu'il dit est presque sensé. La CAN 2023, c'est bon, dans 2 ans. Oui. J'estime que, voilà, mine de rien, en l'espace de 2 ans et demi, on peut avoir pas forcément une équipe super compétitive, mais quand même une base solide avec les joueurs dont il dispose. Jenda Kona, Magbozo Klousset, Kevin Denke, que sais-je encore. Eux tous aujourd'hui, je me dis qu'ils doivent s'inscrire dans la logique de Paulo Duarte, se dire que tiens, voilà un sélectionneur qui arrive avec une nouvelle méthode, une autre façon de travailler avec une vision bien ciblée. On doit l'accompagner, on doit être avec lui parce que n'oublions pas, lorsque Paulo Duarte dit par exemple qu'il veut disputer la CAN, ce n'est pas seulement pour son palmarès, mais également pour le palmarès des joueurs. Si jamais ils arrivent à se qualifier pour la CAN 2023, je pense que vous et moi, on verra encore l'engouement que va susciter cette sélection nationale et on va retrouver encore une seule équipe nationale, même si on est 7 millions d'habitants, ce qui est très important. Et le plus important, c'est que ça se déroule juste à côté. C'est en Côte d'Ivoire. Oui. Même par la voie terrestre, on peut y aller. Et donc,
Beaucoup se disent, oui, pourquoi pas la CAN 2023 ? Attention, certes, ne pas tomber dans la précipitation, mais toujours est-il que lorsqu'on a ces joueurs-là, que certes, je ne dis pas aujourd'hui être de grands joueurs, mais avec la multiplicité des rencontres, l'acquisition de l'expérience de gauche à droite durant cette campagne des éliminatoires, oui, si jamais le Togo tombe dans un groupe où le Togo est plus fort que les autres nations, à force de détermination, de concentration et de sérieux, le Togo, pourquoi pas, pourra accrocher ce billet-là pour la CAN 2023 qui va se dérouler au pays d'Alassane Dramane Ouattara. C'est tout ce que souhaite le public sportif, les fans, les inconditionnels des éperviers du Togo. Et Paulo Duarte en a parlé. La CAN 2023, c'est l'objectif premier pour lui par rapport à la grande compétition qui arrive. Pour l'instant, il va consacrer son temps à se déplacer, à faire des tours sur les différents stades du championnat pour peut-être avoir encore l'oiseau rare pour étoffer sa sélection. Vous savez, cette équipe du Togo a besoin d'être, on va dire, consolidée en défense, en milieu de terrain et puis en attaque. Les éperviers, on en a parlé, Anas. À ton tour de jouer, à ton tour de marquer. On se souvient de cette chanson composée par Youssou N'Dour à l'occasion du Mondial 98 en France. Ça nous avait bercé cette chanson. Et voilà, la deuxième journée du championnat national de football déjà. Après la première journée où il n'y avait pas eu trop de surprises, après ce nul entre la SOTR et puis... la SOTR et Kotoko, oui. 2 buts partout. Voilà, les autres résultats étaient un tout petit peu attendus. La victoire du champion en titre ou bien sortant ASCO. La victoire également de Sarah Football Club. Gomido qui commence bien comme la saison dernière. Unisport également qui joue sa partition. Donc voilà, la deuxième journée qui arrive très vite. On aura déjà à Lomé le deuxième derby de la capitale entre la SOTR et puis la Togopore. Ce sera bien sûr au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Les deux clubs n'ont pas montré grand-chose sur la première journée. Oui, l'AS Togopore qui s'est loupé pour son entrée dans la compète. Oui, on se rappelle que c'est sur un fait de jeu gag, si on peut le dire ainsi, et que l'AS Togopore a encaissé ce but. Et puis derrière, ils n'ont jamais pu égaliser. Ils sont repartis avec 0 point. Brahima Traoré qui démarre avec une défaite. Mais attention, ce n'est pas il n'y a pas péril dans la demeure. Ça, normalement, devra remonter le moral justement à ces joueurs-là de se dire qu'attention, nous commençons certes la D1, mais tout de suite, ça montre à suffisance que les matchs d'entraînement ne sont pas justement les mêmes quand on joue un match de championnat. Parce que à ce niveau-là, la mentalité est tout autre, la détermination et puis l'abnégation, tout ça, c'est totalement différent. Maintenant, il faut reconnaître que la SOTR, pour moi, a raté le coche face à Kotoko parce que vous menez 1-0. Après, vous vous faites égaliser, vous menez 2-1 et puis voilà, par derrière, vous lâchez des points en cours de match. Là aussi, c'est des joueurs pratiquement qui se connaissent. Vous allez prendre Akoro Bilali du côté de la SOTR, il va chercher à montrer un autre visage justement face à l'AS Togopore. Côté port, vous avez des joueurs comme Larry Kanfit, Moussa Bilal, Koadjo Akako, voilà, qui également vont tout faire pour pourquoi pas essayer d'avoir les 3 premiers points dans ce championnat. Vous comprenez que l'enjeu est de taille dans les deux camps. Maintenant, l'entraîneur qui sera beaucoup plus malin, les joueurs qui seront beaucoup plus efficaces vont faire la différence. Moi, mon inquiétude se situe au niveau de l'AS Togopore. Je le disais il y a quelques jours où, face à Dito, ils n'ont pas eu le moindre tir cadré dans la partie. Ça montre à suffisance quelque part que franchement, c'est compliqué. Ou soit Dito a mis en place un système qui ne vous permettait pas de pouvoir tirer au but. Maintenant, face à l'AS SOTR, ça sera l'inconnu. L'AS SOTR également découvre un groupe de l'AS Togopore également tout neuf, presque. Et donc, pour moi, il y a un match à la JCA. J'espère simplement que la pelouse sera au rendez-vous pour un beau football. Bien sûr, il y aura match, surtout lorsqu'on voit les résultats enregistrés par les deux clubs. Personne n'a envie de laisser encore des points en chemin. C'est un championnat court sur la phase régulière. Lorsqu'on enchaîne 2 défaites, ça va être très, très difficile de revenir. Et on va écouter Fiaboué Kofisena, l'entraîneur de la SOTR, sur ce match-là.
On va travailler pour affronter convenablement ce match-là. Les derbies ont une saveur particulière. Effectivement, tant qu'on est sportif, on attend tous ces duels. Un derby contre l'AS Togopor, ça va aussi booster le moral des joueurs, de ne pas dormir. C'est le moment de travailler pour relever la tête haute le week-end prochain. Fiaboua Kofi Sena, entraîneur de l'AS OTR, on veut gagner. Du côté de l'AS Togopor, naturellement, on veut gagner aussi le champion 2017 du Togo, représenté ici par son capitaine Moussa Bilal. Ça ne va pas être facile, ils vont nous attendre. On va jouer à Agoy, c'est pas une bonne pelouse, donc on va essayer de s'adapter et gagner ce match. Vous allez vous réveiller? On va se réveiller, Inch'Allah. On va se réveiller, Inch'Allah. Voilà, ce qui annonce déjà un match assez intéressant parce que les deux clubs font partie des puissances de ce groupe A. Lorsqu'on veut se projeter, par exemple, sur celui-là qui va pouvoir diriger, contrôler les choses de ce groupe-là, naturellement, on pense à l'AS Togopor, on pense à l'AS OTR. Et les deux clubs étaient en play-off la saison dernière. Exactement, vous l'avez dit, on prend les mêmes et on recommence. Certains même parlent des deux plus gros budgets de la D1 nationale de football. Oui, ça peut être à tort ou à raison, mais vous sentez que les deux équipes, au niveau de leur board, on a envie de retrouver le continent, même si la OTR a toujours couru derrière, je dirais, ce ticket continental depuis des années, et depuis la réforme justement au niveau du naming. Maintenant, sur le terrain, je pense aussi que ces deux entraîneurs qui se connaissent très très bien et qui ont de l'ambition. Brahima Traoré, on vous dit simplement qu'aujourd'hui, c'est de tout faire pour retrouver justement la Coupe continentale, si ce n'est la Ligue des Champions. Et puis côté AS OTR, on sait très bien que Fiaboua Sena, c'est un coach très ambitieux, bosseur, travailleur, et qui lui aussi a envie de laisser en tout cas sa trace dans la cour des grands entraîneurs de football du Togo. Je me dis que oui, il y aura non seulement match sur le terrain, mais j'ai envie également de dire qu'il y aura un duel tactique entre Brahima et puis Fiaboua. En tout cas, on attend de voir ce match qui sera en avancée samedi après-midi au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Et ce match qui également vraiment donne des images déjà. Gomido qui a gagné, Ange 2-0, qui reçoit au grand stade de Palimé. C'est un retour à la maison depuis bientôt 2 ans pour les Showboys. On va écouter Didier Améga. On va garder ce rythme, on va aller continuer par travailler et aborder le second match à domicile. Depuis que la crise est arrivée, on n'a jamais joué devant notre public. Je crois que le dimanche, on va le faire et on va mettre le paquet. On va mettre le paquet. Entendeux également à gagner. Ça annonce un match assez intéressant puisque l'Entendeux est une équipe joueuse. Gomido a gagné 2-0 et a déjà dégagé un meilleur buteur, on peut le dire, après la première journée à Douyi Asbat qui compte 2 buts. Voilà. À quoi va ressembler une telle partie? J'imagine d'abord l'ambiance. L'ambiance au niveau du grand stade de Palimé. Il y a souvent 2 images qui nous viennent à l'esprit lorsque vous faites l'entrée au niveau du grand stade de Palimé. D'abord, il y a des supporters qui sont perchés dans les manguiers, voilà, pour avoir une très bonne vue du grand stade de Palimé. Et ils décident de ne pas acheter des tickets juste pour rester dans les arbres et suivre le match. Et puis, il y a une autre image, souvent, c'est un canari dans lequel on met, je ne sais pas quelle substance, mais ça brûle. Ouais. Il y a du feu, vous voyez la flamme qui reste là, brûlée durant toute la partie. Et voilà, histoire de impressionner peut-être l'adversaire pour vous dire que non, ici, c'est Zobibi, Zomatimati, comme on le scande si bien du côté de Gomido de Palimé. Mais je pense que ça a l'air de retrouver le même Gomido que la saison dernière, où on a vu une équipe qui était d'abord très bien au niveau des phases de préparation. Les matchs amicaux se sont bien enchaînés. Et puis, lorsque le championnat a démarré, c'est une équipe qui a, on pourra dire, survolé la phase aller complètement, si ce n'est la phase retour où, franchement, ça a été compliqué avec des blessures en cascade. Maintenant, Didier Amégan est toujours au poste. Je dis que c'est quelque chose de bien, de ne pas quand même renvoyer un entraîneur qui a fait quelque chose la saison dernière et prendre quelqu'un d'autre qui vient renouveler complètement l'effectif et qui repart à zéro. Mais rester dans la continuité, c'est un gage de succès, même si maintenant face à l'Entente 2, qui aussi, avec un nouvel entraîneur, a de l'ambition, je me dis que ce sera 2 jeux complètement différents. Côté Gomido, ça joue en 2-3 touches de balle rapidement, on se projette vers l'avant, parce que c'est un jeu souvent rapide sur les ailes. Côté Entente 2, on va essayer de poser la balle, jouer, comme on le dit, en petites touches, histoire même d'aller voir le bout du nez du gardien. Donc, Gomido avec
Le public à domicile, attention, c'est un public très, très exigeant. Oui, pourquoi pas, le 12e homme peut peser dans la balance en ce qui concerne le résultat. Un retour à la maison après pratiquement 2 ans, ça va faire du bien aux Showboys, on verra, mais sur le terrain, c'est quand même face à un Tandeux qui entend jouer également les playoffs cette fois-ci, puisque l'équipe de Kodjovia Kopeni Konakpo à Diololo avait échoué aux portes de ces playoffs, l'exercice s'est écoulé. Un autre match qui également donne l'impression d'aller au stade, c'est ce match-là qui oppose, on va dire, Gbolessou, qui également est de retour à la maison à Kota, qui reçoit, on va dire, Kotoko, qui a perdu, le premier qui a perdu. Et on peut dire que... ils ont fait nul face à la SOTR. Oui. 2 buts partout. 2 buts partout. Cette fois, ce sera face à Gbolessou, naturellement. Ouais. Et Gbolessou qui a perdu, voilà, j'allais dire. Justement. Et c'est un match, on peut dire... Oloufadé a mis déjà sous pression. Oui, n'ayons pas peur des mots. Il est sous pression. La dernière fois, dans sa première interview de la saison, il disait simplement il a toujours eu l'habitude de gagner ses matchs en ouverture de championnat, mais la dernière fois, ça n'a pas été le cas. Il y a toujours une première fois, quoi. Donc, le coach Olou, voilà, prenez votre mal en patience. Et là, maintenant, il faut gagner à la maison si on veut forcément rester dans la roue de ceux qui ont déjà pris les 3 premiers points lors de la première journée. Face à Kotoko, attention, mais Kotoko également, c'est une équipe qui joue très très bien au football. S'ils ont pu revenir au score, recoller au score face à la SOTR, c'est qu'il y a du répondant. Et ce répondant-là, il risque de produire peut-être la même chose en déplacement du côté de Kota, où on parle d'une nouvelle pelouse, une nouvelle enceinte qui est mise en place. Bon, ça me donne envie quand même de regarder à quoi ça ressemble. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est vrai, pour certains, il n'y a plus question de dire la loi de domicile. Oui. Mais quand vous jouez à la maison, dans un championnat pareil avec un format particulier, faites tout pour remporter les 3 points. Au pire des cas, avoir le match nul à l'extérieur. Sinon, vous risquez de perdre un point en cours de chemin et derrière, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Oloufadé Adekami, d'ailleurs, qu'on va écouter. Le championnat, mais bon, on va voir. Dans la semaine, on va travailler, corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Puis on verra bien. On joue Kotoko à la maison, puis on va essayer de prendre les 3 points là-bas. Essayez de prendre les 3 points là-bas au stade de Kota. L'autre match de cette poule A, ce sera entre le Dynamique Togolais et Puyange Football Club, Dito, qui revient également pour certainement jouer les premiers rôles parce que c'est un club souvent annoncé, mais à la fin, on ne le voit pas, alors que cette équipe, selon les observateurs, fait partie des plus gros budgets de ce championnat. On marque juste une pause et on revient pour la poule B. Et la poule B maintenant avec ce match avancé là aussi entre ASCK et puis cette équipe de Sarah Football Club qui s'est la dernière fois fait battre par l'AS Bina 2-0 si je me trompe. Et puis l'ASCK également qui a gagné son premier match. Lorsqu'on retourne un peu dans le passé, on a vu que cette équipe de Bafilo a eu du mal face aux chauffeurs la saison dernière. 4-0 au match aller, 3-1 au match retour. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Facile déjà pour l'ASCK? Non, vous savez, les chiffres ne trompent pas. Les chiffres sont là pour corroborer l'état de forme des équipes. Voilà, vous les avez donnés sur la saison dernière. L'ASCK a pris 6 points en aller-retour. Ça montre à suffisance que le groupe de Uro Chagara a du vécu. On a de la certitude. Vous prenez des joueurs comme Chatakora Abdul Semiou, vous prenez Arma Agbeto, vous prenez Kloko Koku qui vient d'intégrer le groupe. Voilà, ce sont ma foi, des joueurs, lorsqu'ils décident vraiment de mouiller le maillot, ils arrivent à faire la différence. Et puis, moi, je tire un chapeau à Chagara, qui est un véritable bosseur, quelqu'un qui ne parle pas trop, mais par exemple, qui travaille beaucoup. C'est un bosseur. Quand vous lui tendez le micro, il a la capacité, le flair de vous analyser justement le match, les joueurs sur qui il comptait pour faire le match, les résultats qu'il a eu, la force de l'adversaire en face. Et je pense que c'est aussi ça dont on a besoin dans notre championnat. Oui, on parle souvent des joueurs, mais les entraîneurs également, il faut les mettre en vitrine. Maintenant, revenir au match, je pense que l'ASCK, normalement, sans tomber dans le dithyrambisme ou bien la surestimation,
doit avoir les 3 points. Mais aussi, Sahara FC de Bafilo, j'ai l'impression que depuis 2-3 saisons, franchement, c'est une équipe qui ne m'emballe pas. C'est compliqué. On a l'impression qu'on est juste limite, quoi. On fait juste ce qu'il faut pour ne pas tomber en deuxième division. La saison dernière, c'était presque in extremis. Et là, on est encore en première division. Pour quel projet? Je m'interroge. Mais l'ASCK, quand on sait que de l'autre côté, on a un grand frère qui s'appelle Asco, qui ne veut également rien lâcher dans cette poule B, je pense qu'ils ne vont pas faire de bruit. Ils vont simplement tout faire nécessairement, gagner les matchs qu'il faut avant de rencontrer Asco, si je ne me trompe pas, lors de la 4e journée pour le grand derby de la Cosa. Et Urokura Tiagara, qui connaît très bien la maison de Sahara Football Club Bafilo, il faisait partie du staff technique de cette équipe de Bafilo et aujourd'hui il est du côté de la SCK. Il a besoin de résultats. On va l'écouter par rapport à ce match-là. Sahara Sport de Bafilo, c'est la maison et j'ai passé une saison là-bas. Ce sont des moments de plaisir que j'ai passé là-bas. On est bien, mais le football reste le football. Aujourd'hui, moi, je suis appelé à faire un résultat avec ASCK. Et le jeu est là, surtout quand on joue à domicile. Il faut vraiment faire un bon résultat. Qu'on retrouve l'équipe de ASCK et avec les valeurs qu'on la connaît. Voilà, l'équipe de la SCK avec les valeurs qu'on lui connaît, ça veut dire que c'est une équipe qui a envie de gagner, de prendre déjà 6 points sur 2 matchs. Et le sommet de cette deuxième journée dans le groupe B, c'est bien sûr ce match entre Unisport et puis Asco de Cara. On va pouvoir écouter Jean-Paul Dossé-Abalo qui s'est exprimé déjà qu'il s'attend à des matchs difficiles sur toute la saison. Unisport, ça va être encore un match physique, mais on ira pour aussi prendre les points. Nous, on ne calcule pas, on prend les matchs 1 à 1. Ça va être difficile, mais si on prend les 3 points, pourquoi pas. Mais après, c'est un match de football et tout le monde est là pour gagner. Mais nous, aujourd'hui, on sait que tous les matchs, on doit faire nos preuves et je compte beaucoup sur les joueurs. Je compte beaucoup sur les joueurs. Abalo Dossé qui n'a pas droit à l'erreur. Il prend un club qui est 2 fois champion de suite. C'est difficile. Il doit faire mieux que Ametokodo Mensa, même si on dit qu'il est en congé. Ce congé-là, on ne comprend plus. Voilà, Unisport qui retrouve Asco. Oui, les condonnats doivent vraiment se méfier, non seulement de l'équipe, mais d'abord de son entraîneur, qui n'est autre que Maurice Notoudje, qu'on connaît très bien dans le championnat national. On sait sa façon de jouer, sa philosophie, ce qu'il demande de la part de ses joueurs. Je retrouve au niveau d'Unisport des joueurs comme Yondou Saïd, qui est presque là, on pourra dire presque une éternité. Hein. C'est l'un des cadres de cette formation. Vous avez également Jamio Fama, qui est un joueur qui a une grosse frappe de loin sur les coups de pied arrêtés. Attention, ne vous amusez pas du tout à mettre en difficulté votre gardien ou soit à bouger les murs. C'est quelqu'un sur un coup de pied peut envoyer le ballon au fond des filets. Donc, Unisport, mine de rien, on a vu un peu, on a lu un peu les directives de la nouvelle équipe dirigeante, les ambitions justement du président et puis de son board. On sent qu'on veut faire quelque chose. Maintenant, ce quelque chose-là, est-ce que ça s'apparente à jouer les premiers rôles dans cette poule? C'est possible, mais attention, on dit souvent qu'on a horreur du vide, ou la nature a horreur du vide. Si jamais ni Asco, ni ASCK n'arrivent à se mettre tout de suite devant, Unisport peut en tout cas profiter de cet espace, de ce vide-là pour commencer à s'imposer au niveau de la poule B. Asco, vous l'avez dit, avec Jean-Paul Abalo-Dossé qui a vraiment du travail. Oui, aujourd'hui, vous sentez simplement que c'est désormais lui le patron. Ce n'est plus Ametokodo Mensa, même si on nous donne un autre discours. Mais toujours est-il que, comme vous l'avez dit, il est obligé de faire mieux. Et ce mieux-là passe par l'engagement des joueurs sur le terrain. Et là aussi, il faut également voir ce que propose dans le jeu, dans le système tactique d'abord, Abalo Dossé avec ses joueurs. Nous, malheureusement, on n'a pas souvent la chance de voir les équipes du Nord pour faire des analyses objectives. Mais toujours est-il qu'entre Asco et Unisport sur le terrain, ah oui, surtout que ça va jouer sur de la pelouse, du synthétique. Unisport, en tout cas, je donne une pièce à cette équipe-là qui pourra pourquoi pas bousculer cette équipe d'Asco de Cara. Et les académiciens de Kouloundé, désormais entraînés par Maurice Notoudje, qui connaît bien ce championnat. Il en a été même champion. C'était avec Koroki en 2018. Et ce match également entre les Cornes de
Pagouda et Kakadel de Diouffelgou, les cornes qui veulent enchaîner. Ouadjalanta et ses hommes ont 3 points face à un club qui est promu, qui est en train d'apprendre. Kakadel de Diouffelgou, c'est facile, on peut dire. AS Bina, Kakadel Non, je ne le dirais pas. Je pense que les deux équipes se retrouvent de façon similaire parce que les entraîneurs sont restés en place. Kembe Amako et puis Ephraim Ouadja, ouais. Ils sont restés en place avec presque le même groupe. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'on demande souvent aux dirigeants, de ne pas bousculer à tout va les effectifs, le banc des entraîneurs. Et là, vous sentez qu'il y a une certaine constance dans leur façon de faire. Kembe Amako, en tout cas, on ne le présente plus. La dernière fois, il a reçu de façon logique le trophée de meilleur entraîneur de la 2e division. En face, c'est Ouadjalanta qui a tout fait pour permettre à cette équipe de l'AS Bina de bien gagner ses matchs. Quand je dis bien gagner, c'est que ça joue et ça gagne avec la manière. Et je pense que c'est ça son impact sur le jeu de l'AS Bina. Vous prenez des joueurs comme Agbo Victorien, l'ancien de Gomido de Palmier, qui est passé même par l'AS Togopo. Vous prenez Klougan Marus également, qui est dans ce groupe-là. Vous prenez Ibrahim Moukaïla, Miftao Afoda. Ce sont des joueurs, en tout cas, pour ceux qui les ont déjà vus, vous vous dites qu'ils ont quelque chose dans les jambes. Donc, AS Bina doit se méfier de cette équipe, Kakadel doit se méfier de cette équipe de l'AS Bina. Le promu, mine de rien, a aussi de l'envie, de l'appétit. Attention, faut pas se dire que c'est parce qu'on est en première division, donc on va lâcher des points. Non, il faut gagner les matchs avec la manière et j'estime simplement que le meilleur gagne parce que en face, on a 2 bons entraîneurs, 2 bons effectifs et 2 façons de bien jouer au football. Et Ifodje qui sera à la maison et recevra Semassi. Semassi qui vient de Sokodé, cette équipe qui est également un peu en perdition, 10 fois couronnée. C'est d'ailleurs le club le plus titré du championnat ici, mais qui court après ce 11e titre depuis un bon bout de temps, mais qui n'y arrive pas. On verra bien si on vous rappelle très rapidement le calendrier complet. Samedi après-midi, 2 matchs avancés à Kara. Il y a ce match entre Sarah Football Club et ASK. À Lomé, ce sera AS OTR et puis Togoport au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Et puis dimanche, les 6 autres matchs, Gomido qui reçoit l'Entendeux, Akpalimé, Boulouissou sera Kota face à Kotoko, Dito sera Akege, Ange Unisport reçoit Asco, c'est le sommet dans la poule B, AS Bina, Kakadel et puis Ifodje, Semassi, Angelo Folico et merci. Merci Franck. Excellent week-end. Et voilà, merci également à l'homme à Dovo, à NASPM, à très très bientôt.